Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Sébastien Ménétrier. Je suis coach à SOAT depuis 3 ans maintenant. Je suis aussi formateur sur les méthodes agiles. Et donc, en 2 mots, un coach, c'est un terme un petit peu pompeux, c'est juste pour dire que j'aide des équipes et des organisations dans leur transition vers les méthodes agiles. Alors, le sujet du jour, c'est de parler avec vous de transition agile à grande échelle. Effectivement, accompagner une équipe, faire évoluer une équipe vers les méthodologies agiles, c'est bien, c'est même très très bien. On a tout un tas de gains que l'on va pouvoir constater en termes de qualité du travail, en termes de réduction du time to market, énormément de gains. Néanmoins, on va assez rapidement trouver des limites si cette équipe est agile toute seule dans son coin. D'accord ? Si elle n'est pas dans un contexte qui lui permette d'exprimer pleinement les bienfaits de l'agilité, on va rapidement se retrouver freiné. Donc, ce que je voudrais vous présenter ici, c'est une manière de faire une transition agile à grande échelle. Et j'ai pas envie de théoriser pendant 1 heure sur le sujet, donc on va se baser sur un exemple concret, sur un exemple principal, mais j'irai piocher aussi des exemples sur d'autres accompagnements. Donc on va parler sur un exemple concret d'une transformation agile d'une DSI que l'on a eu l'occasion de mener l'année dernière et qui nous servira de fil rouge. Donc je vous présenterai le contexte dans 5 petites minutes. Alors, de quoi on va parler plus en détail? Alors, très brièvement, parce que je ne suis pas ici pour vous faire une formation sur l'agilité, on va juste se remettre en tête le manifeste agile. On va voir que le manifeste agile, c'est quelque chose qui est très orienté équipe, et on va voir ce que ça veut dire, ce manifeste agile, au sein d'une organisation. Essayer de prendre un petit peu de hauteur. Ensuite, on va parler, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, faire une transition agile à grande échelle, ça nécessite de commencer par avoir une stratégie, par avoir une vision, une idée de là où on veut arriver et de définir les grands axes. Ensuite, on va travailler avec ce que l'on va appeler des projets phares, on pourrait aussi appeler des projets pilotes. On verra pourquoi le terme phare me semble un petit peu plus intéressant que projet pilote. Donc, qui vont nous permettre de mettre en place notre structure de transformation agile. À partir de ces projets phares, on va capitaliser et créer un référentiel agile, communiquer, partager cette vision, et enfin, industrialiser la transformation au sein de l'intégralité d'une organisation. Et l'idée, bien évidemment, c'est pas que le jour où le coach s'en aille, l'intégralité de l'organisation retombe dans son ancienne manière de travailler. Donc, on va voir comment mettre en place une structure, des relais qui font que l'agilité va perdurer et que l'organisation va continuer dans son chemin vers l'efficience. Donc voilà, et tout ça va être bien évidemment illustré par notre exemple fil rouge. Puis après, on aura l'occasion, donc si vous avez des questions, on pourra en parler devant un café derrière. Voilà, ce sera un plaisir, moi-même et mes petits camarades cachés au fond, d'échanger avec vous. Oui ? Oui, on va... Vous embêtez pas à noter, on va vous envoyer tout ça à la fin. Alors, très rapidement, le manifeste agile, donc qui est un petit peu la base de tout ce dont on va parler ici ce matin. Pour le remettre un petit peu dans son contexte, le manifeste agile, il a été créé en 2001 par 17 experts IT qui avaient, durant les années 90, mis en place, théorisé d'autres manières de travailler pour sortir du cycle en V. Donc dans les années 90, on a vu l'émergence d'un certain nombre de méthodologies de travail. Donc vous avez peut-être entendu parler du Scrum, de l'extreme programming, il y en a eu d'autres. Et voilà, toutes les personnes qui étaient à l'origine de ces méthodologies se sont réunies en 2001 et ont essayé de voir toutes nos méthodologies qui ont l'air de mieux fonctionner, en tout cas nous, qui nous conviennent mieux qu'un traditionnel cycle en cascade, cycle en V, est-ce qu'elles n'auraient pas par hasard des points communs? Ils ont trouvé des points communs, c'était d'ailleurs pas forcément un hasard, et ils en ont créé ce qu'on appelle le manifeste agile. Donc le manifeste agile, c'est un document qui fait juste 1 page. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous engage à le regarder, c'est très intéressant. Et il y a juste 4 valeurs, 12 principes. 4 valeurs, 12 principes qui décrivent ce qui, selon les personnes qui ont écrit ce document, est une bonne manière de travailler dans l'IT. On ne va pas le regarder en détail, je voudrais juste qu'on se remette en tête les 4 valeurs. Donc ce qui est
fait qu'un projet va réussir? Ce sont les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. C'est un logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive. C'est la collaboration avec le client plutôt que la négociation d'un contrat. Et enfin, l'adaptation au changement plutôt que de suivre un plan établi à l'avance. Alors, avant que des gens ne commencent à bondir partout, il y a, que je n'ai pas reproduite ici, il y a une petite ligne en dessous qui nous dit « Attention, sur chacune des phrases, la deuxième partie de la phrase, on sait qu'elle est importante. On sait qu'on a besoin quand même d'un plan, on ne va pas fonctionner à l'aveugle. On sait qu'on a besoin d'un cadre contractuel, on sait qu'on a besoin de documentation, on sait qu'on ne peut pas bosser sans processus et outils. Néanmoins, les parties gauche des phrases rapportent plus de valeur. Et, pour aller un cran plus loin, les deuxièmes parties des phrases doivent être au service des premières parties des phrases. Le plan, oui, mais un plan qui nous permet d'absorber du changement. La négociation contractuelle, oui, mais suffisamment souple pour pouvoir collaborer avec le client, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est notre manifeste agile. Alors c'est bien, c'est très très bien, c'est très intéressant. Néanmoins, on voit assez rapidement que le manifeste agile, il s'intéresse au travail d'une équipe. Mais quand on veut l'appliquer à une organisation, il faut peut-être essayer de le repenser un petit peu. Donc voilà, ce que je vais vous présenter, c'est la synthèse de un de nos coachs qui n'est malheureusement pas là ce matin, Raïm, qui a réfléchi un petit peu justement à comment ce manifeste agile pouvait s'appliquer, pouvait se penser au sein d'une organisation, et c'est ce qui nous guide nous dans nos transitions agiles à grande échelle. Donc la première valeur, ça ne change pas, et toujours, on met en avant les individus et leurs interactions plutôt que les process et les outils. Plutôt, on va dire que les process et les outils vont être au service des individus et des interactions. Ils doivent améliorer, permettre le maximum d'interactions, permettre aux gens de monter en compétences, permettre aux gens de s'épanouir, permettre aux gens d'être impliqués. D'accord ? Ça, la première valeur, on peut l'appliquer telle quelle à une organisation. Un processus efficient plutôt qu'une documentation exhaustive. Alors je vais redéfinir l'efficience, qui n'est pas forcément un terme avec lequel tout le monde est familier. L'efficience, à ne pas confondre avec l'efficacité. Quand on parle d'efficacité, on va comparer un résultat attendu à un résultat obtenu. Et on voit si on a été efficace ou pas. C'est très bien. L'efficience va plus loin. L'efficience va nous parler, au final, de retour sur investissement. Ok, on a atteint ce résultat, mais avec quel effort ? Et derrière l'idée d'efficience, on a l'idée d'amélioration continue. Se dire, ok, on a atteint le résultat avec tel effort, mais est-ce que la prochaine fois, on ne pourrait pas l'atteindre avec un peu moins d'effort? D'accord? Donc, la notion d'efficience met en place la notion d'amélioration continue derrière. Ok? Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est un processus efficient. Ce qui veut dire, c'est qu'un processus pragmatique et qui apprend de ce qu'on va mettre en place. On ne fiche pas nos process. Nos process peuvent évoluer. Ça, c'est extrêmement important. On le verra par la suite, comment on a pu le mettre en place. Notre troisième valeur, une vision et une stratégie partagée plutôt qu'une négociation d'objectifs. Alors là aussi, ça peut un petit peu bousculer les manières habituelles de faire. On ne veut pas fonctionner avec des gens à qui on va donner des objectifs individuels ou des objectifs d'équipe. On veut fonctionner avec des gens qui ont une vision globale. Et en fait, nos objectifs doivent être subordonnés à cette vision globale. Donc les objectifs ne vont pas être donnés indépendamment des équipes, aux équipes les unes les autres. Les objectifs doivent être donnés pour que tout le monde puisse s'aligner sur la même vision. D'accord ? Donc, vision et stratégie partagées par tous, et même pourquoi pas construites tous ensemble. Et une fois seulement qu'on a bien fixé cette vision, on va pouvoir donner des objectifs aux gens pour atteindre cette vision. Et donc, in fine, ce qu'on veut mettre en place, c'est une organisation agile plutôt qu'un conglomérat d'équipes agiles qui vont fonctionner chacune les unes avec les autres. Voilà. Alors, je vous rassure, j'en ai fini avec la partie purement théorique. On va pouvoir maintenant rentrer dans le concret. Et rentrer dans le concret, c'est se dire que notre transition agile, on va la faire tout autant au sein des équipes qu'au niveau de l'organisation. D'accord ? Donc encore une fois, une transition agile à grande échelle, ce n'est pas juste accompagner différentes équipes, c'est avoir une pensée, une vision globale
et bien évidemment continuer à accompagner les équipes. Mais les deux doivent se mener en parallèle. Alors, notre exemple fil rouge. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise que l'on a accompagnée l'année dernière. C'est une entreprise qui travaille dans la transmission par satellite, c'est-à-dire qui vend de la bande passante satellitaire. Chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, donc coté en bourse. Une DSI, une cinquantaine de personnes dans la DSI, des profils très divers dans cette DSI, donc on va avoir aussi bien des développeurs que des architectes, que des MOA, chefs de projet fonctionnel, chefs de projet technique, etc. etc. Donc des équipes qui font du développement, des équipes qui vont plutôt faire de la maintenance. Donc voilà, une DSI assez hétérogène, et qui fait principalement des applications B2B. Alors, pourquoi ils sont venus nous voir? Ils sont venus nous voir parce que, déjà, quasiment aucun de leurs projets ne terminait dans les temps. Ils étaient en dépassement constant. Ils ne tenaient quasiment aucun de leurs délais. Ils étaient très très peu flexibles, d'accord? Ils n'arrivaient pas du tout à, ou du moins de manière très complexe, à réagir aux changements d'orientation, aux changements de priorisation, etc. Ils avaient beaucoup de mal à communiquer avec le métier. Et d'ailleurs, c'était une espèce de cercle infernal, parce que moins ils communiquaient avec le métier, moins ils étaient efficaces, plus ils prenaient de retard, plus ils perdaient la confiance du métier, moins le métier voulait travailler avec eux, etc. etc. Et il y avait une démoralisation totale au niveau des équipes IT qui avaient du mal à comprendre, parce que on travaille beaucoup, on fait nos heures, on ne renacle pas à la tâche, et pourtant, on est mal considéré, et tout le monde considère que ce qu'on fait, c'est pas du travail de qualité. D'accord? Donc, voilà le contexte dans lequel on nous a demandé d'intervenir. Donc, très bien, on va tenter de passer aux méthodes agiles au niveau de l'intégralité de la DSI pour répondre à ces problèmes, en suivant un certain nombre de contraintes. Ne pas heurter les personnes. C'est important, c'est une boîte qui est assez hiérarchisée, c'est une boîte où les gens qui y sont, ils sont depuis longtemps, il y a des habitudes, il y a un respect hiérarchique, il y a tout ce genre de choses. Donc on ne peut pas se permettre d'arriver de tout casser. Ça, on va se faire rejeter direct. Donc attention, ne heurtons pas les personnes. Et donc, il vaut mieux y aller graduellement. Troisième point important, justifier notre avancement. Comme je vous l'ai dit, le contexte était délicat. On arrivait dans un contexte de tension. Donc il faut prouver que ce qu'on met en place, c'est bon. Sinon, les gens ne nous suivront pas. Et il faut prouver ce que c'est bon au sein de la DSI, mais aussi au niveau de nos clients, autour de la DSI. Il faut leur démontrer que oui, ce qu'on met en place, ça marche, et c'est mieux pour tout le monde. Donc, très important de justifier l'avancement, la manière dont on a pu mettre en place les choses. Alors, très bien, c'est parti. Premièrement, la vision stratégique. Le premier travail que l'on a fait, c'est de mettre en place cette vision stratégique, travailler sur notre vision stratégique. Donc, travailler sur une vision stratégique, c'est se poser la question pourquoi? Pourquoi on est là? Ok, bon, là, on a vu quelle était notre réponse, mais on va toujours commencer dans ce genre d'accompagnement sur le pourquoi. Ok, vous voulez pas s'agiter, mais concrètement, vous attendez quoi? Vous voulez répondre à quelle problématique? Ok, c'est pas juste mettre en place de l'agilité parce qu'on a lu un article sympa, parce que c'est quelque chose qui nous semble à la mode, parce que non, il faut mettre en place l'agilité pour répondre à une problématique. Donc la première chose à faire, la première chose que l'on a faite, ça a été d'identifier cette problématique. Donc ensuite, on a eu quelques échanges au préalable pour vraiment commencer à entrevoir la solution. Et j'ai bien entrevoir la solution parce que on est pragmatique, on essaye d'être agile aussi dans notre manière de travailler. Donc on sait bien que là, la première version du plan que l'on va mettre en place, il sera probablement pas suivi. Ok, un plan, ça s'adapte au changement, ce que j'en ai vu un petit peu plus tôt. Donc là, on va entrevoir pour commencer à penser à la première version de notre plan. On va identifier des projets phares. Alors je vais
reprendre un petit peu en détail cette partie du projet phare un petit peu plus tard. Mais en gros, l'idée, ça va être d'identifier 1 ou 2 projets qui vont nous servir de laboratoire. D'accord? Qui vont nous servir à expérimenter des choses, à rentrer dans le concret et à convaincre les gens. Très important, cette notion de convaincre les gens de la validité de ce que l'on est en train de mettre en place. Et une fois que l'on aura notre projet phare, nos projets phares réalisés, ça va nous permettre d'engager les équipes, d'accord? Donc de convaincre les gens de nous suivre, d'adhérer à notre vision et de participer à la suite de l'aventure. Et en parallèle, obtenir un consensus pratique. Obtenir le consensus pratique, globalement, c'est affiner notre plan. Je vous l'ai dit, notre plan, on en a fait un premier jet, une première version. On a vu concrètement ce qui se passait. Ok, donc on va apprendre de la transformation de nos projets phares et on va pouvoir enrichir notre plan. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a décidé? Alors, on a décidé qu'on allait, on l'a déjà dit, travailler à 2 niveaux. Donc, ok, on va accompagner des équipes. C'est vraiment, ça va être, on va dire, le travail de base. On va accompagner les équipes, on va avoir besoin donc de coachs opérationnels qui iront auprès des équipes, faire de la formation, de l'accompagnement, etc. Mais on va aussi avoir besoin d'un coach stratégique. Le coach stratégique, il va prendre une position un petit peu au-dessus, il va prendre de la hauteur. Ses interlocuteurs vont plus être au niveau de la DSI, vont plus au niveau des directions métiers, etc. Son boulot, ça va être de garantir la cohérence, de garantir le plan et le suivi du plan ou l'adaptation du plan, en gardant la vision que l'on aura définie ensemble, d'accord? Donc, s'assurer qu'on va toujours vers la bonne direction, même si on est obligé de prendre un autre chemin que celui auquel on avait pensé au début, on a toujours notre même objectif. Et puis, il y a tout un tas de choses que l'on va mettre en place qui ne vont pas être liées uniquement à un projet, d'accord? Donc, il va garantir aussi le suivi de ces actions hors projet. Un exemple typique, comment on va interagir avec la production. Voilà, production qui, dans notre contexte, était une équipe hors DSI, qui fonctionnait un petit peu en vase clos. Comment on va interagir avec ces gens-là? On va leur demander de livrer beaucoup plus souvent, on va leur demander de plein de choses. Comment on va mettre en place ça? Ça ne va pas se décider au niveau des coachs opérationnels, équipe par équipe, ça va se décider de manière globale. D'accord? C'est un exemple, on aura l'occasion d'en voir d'autres, mais voilà comment notre coach stratégique, enfin voilà les sujets aussi sur lesquels notre coach stratégique va travailler, sur des sujets globaux. Et il est aussi là en support, il va être aussi là en support de nos coachs opérationnels pour leur apporter un œil externe, parce que des fois quand on a un petit peu la tête dans le guidon à accompagner un projet, on va perdre de vue certaines choses. Donc il va être là aussi en soutien des coachs opérationnels pour leur rappeler éventuellement la vision. Donc notre coaching stratégique, notre coach stratégique, il va avoir une présence plus limitée, bien évidemment, mais elle va être constante tout au long du projet. Donc, pour être concret, sur cet accompagnement de DSI, nous avons eu un coach stratégique, 2 coachs opérationnels. En termes de présence, le coach stratégique était là à peu près une journée par semaine. En fin d'accompagnement, c'était plutôt une journée toutes les 2 semaines. Et suivant les phases du projet, les coachs opérationnels étaient là entre 4 et 2 jours par semaine, suivant les différents moments de l'accompagnement. On aura l'occasion de leur détailler. Donc, du coaching stratégique. Alors, ça, c'est une courbe que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle la courbe en J, le coût du changement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette courbe? Elle nous dit que mettre en place un changement dans une organisation, quelle qu'elle soit, quelle que soit une équipe, une organisation, une entreprise complète, quel que soit le niveau auquel on intervient, mettre en place un changement, ça a toujours un coût. D'accord? Donc, on a une performance, on met en place notre changement, notre performance va commencer par chuter. D'accord? Ce qui est normal, il faut que les gens prennent de nouvelles habitudes de travail. Ce n'est jamais immédiat. Et d'autre part, à côté de ça, il y a d'autres coûts qui peuvent être tout simplement la présence de coach, ça a un coût, les formations, etc. Bref, mettre en place un changement, ça a un coût. Et donc, il y a 2 manières vis-à-vis de ce changement. On peut arriver et tout casser. Donc, on va mettre un certain temps à retrouver notre niveau initial et on espère atteindre un meilleur niveau par la suite.
Ou alors, on peut faire une approche qui va constituer à y aller par petites touches. On met en place un petit changement. On attend d'être remonté à un niveau stable et à un niveau meilleur pour mettre en place un deuxième changement. D'accord ? Donc, de ce que je vous ai dit des contraintes que l'on avait dans cette société, nous, on est parti sur cette manière de travailler là, et on a travaillé par touches successives de changement. On a évité de casser toute l'organisation d'un coup. Alors, il y a certaines organisations qui vont être suffisamment robustes pour absorber cette manière de faire. Mais forcément, c'est plus compliqué à mettre en place. Donc, globalement, notre plan d'action, il était de cette manière-là. On a commencé par une phase de préparation. Alors là, c'est l'accompagnement que l'on propose de manière théorique. D'accord ? Donc, nous, dans notre cas concret, la phase de préparation, elle a duré 3 mois. Ok ? Sur cette phase de préparation, on avait 2 axes. Donc, accompagnement de projet pilote ou de projet phare. Donc, on verra un petit peu après. Nous, on a accompagné 2 équipes, plus que des projets d'ailleurs, 2 équipes phares sur cette première phase-là. Et en parallèle, un audit stratégique global. Donc là, c'est notre coach stratégique qui va intervenir et qui va pouvoir discuter des problèmes plus généraux. Donc on va avoir cette phase de préparation vraiment en parallèle, et ensuite la conduite du changement, et on fonctionne de manière itérative, et tous les mois, on rechallenge notre plan, et on met en place des nouvelles actions. Une nouvelle action qui peut être l'accompagnement, le début d'accompagnement d'une nouvelle équipe, par exemple. D'accord ? Donc on y va vraiment de manière itérative. Encore une fois, si je reprends, voilà. Là, en gros, à chaque fois, ça va représenter un cycle d'1 mois quand on va être en phase de changement. Donc voilà pour la partie stratégique. Voilà le plan que l'on a proposé, grosse maille, à notre client. Bien. Donc on a eu l'accord de notre client pour partir sur cette démarche-là. Maintenant, rentrons dans le concret. Le concret, ça a été commencé par trouver nos projets phares. Alors pourquoi on veut fonctionner avec des projets phares ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça peut s'appliquer à peu près tout ce qu'on fait. Toujours commencer par le pourquoi. Pourquoi on veut faire les choses ? Pourquoi on a besoin de projets phares ? Les projets phares, déjà, ils vont avoir un rôle, on va dire, marketing. Ils vont être là pour convaincre les gens, pour embarquer les gens. D'accord ? Donc l'idée avec ces projets phares, c'est de démontrer et d'embarquer les gens avec nous. Démontrer que notre méthode, elle est valide. Démontrer qu'on va y gagner des choses. Donc, et quand on dit démontrer, c'est qui ? Ce sont les équipes des projets phares, mais l'ensemble des gens de la DSI au final, donc toute l'organisation que l'on veut accompagner, et puis convaincre hors de l'organisation. L'agilité, ça ne se fait pas tout seul dans son coin. L'agilité, ça se fait toujours en interaction avec des gens. Donc il faut convaincre les gens, toujours expliquer aux gens et convaincre les gens que, ok, on va vous demander de changer un petit peu vos manières de travailler, ou beaucoup vos manières de travailler, suivant les cas, voilà pourquoi on le fait. Et plutôt que d'avoir un discours théorique, on va faire un projet phare, je vous montre que ça marche dans votre contexte, donc je vais vous convaincre de changer vos manières de travailler pour m'accompagner. Donc voilà pourquoi, voilà pour convaincre. Pour susciter l'envie, voilà, c'est important aussi de donner envie aux gens. Donc là, ça a surtout été, dans notre cas concret, au sein de l'organisation. Je vous l'ai dit, on avait des équipes démotivées, déconsidérées, etc. On leur a montré que sur les projets phares, ça se passait beaucoup mieux, qu'on a pu pacifier les relations avec les clients. Donc ça a donné envie aux autres équipes de nous suivre. Ouais, moi aussi, je veux travailler comme ça avec mes clients. J'en ai marre de me faire engueuler toutes les semaines en comité de projet. Je veux changer la manière de travailler. Je veux changer ma relation avec le client. Donc en démontrant que ça marchait bien avec tes projets phares, on a pu convaincre les équipes de nous accompagner. Trouver les bonnes méthodes agiles. Quand on parle d'agilité, on ne parle pas de la méthode agile, on parle des méthodes agiles, je vous l'ai dit. Les méthodes agiles, l'agilité de manière globale, ça c'est un consensus de valeurs qui a été amené par tout un tas de méthodologies diverses. Il y a plein de méthodologies qui existent, qui sont à chaque fois adaptées à un contexte, une taille d'équipe, une complexité, etc., etc. Donc là, l'idée aussi avec ces projets phares, c'est un petit peu d'expérimenter des choses
et de voir, ok, qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche moins bien dans le contexte de notre client. Donc les projets phares vont nous servir aussi de laboratoire pour trouver ensuite ce qu'on va pouvoir proposer au reste de l'organisation. Et donc, derrière, capitaliser sur ces expériences-là, l'idée étant de ne pas réinventer la roue à chaque fois, mais de se baser sur ce qu'on a fait sur les projets phares pour le proposer aux autres équipes. Et donc acquérir de l'expérience aussi. Ok, on sait ce qu'on veut faire. Maintenant, comment on va les choisir, nos projets phares? Alors déjà, attention, projet phare, équipe phare. À voir suivant le contexte. On le verra tout de suite après, nous, concrètement, ce qu'on a fait sur notre exemple. Mais on a eu un projet phare et on a eu une équipe phare qui s'occupait de plein de petits projets. D'accord? Donc, on peut faire la distinction entre les deux. Il faut commencer déjà par trouver des gens qui sont impliqués et volontaires. Ok, donc le choix des équipes est très important. Si je vais faire mon projet phare avec que des gens qui freinent des cas de fer, qui n'ont aucune envie de changer leur manière de travailler, qui ne se sentent pas impliqués, etc., il y a très forte chance que mon projet phare soit au pire un échec, au mieux un demi-succès, et je ne remplirai pas mes buts que j'ai exposés juste avant, d'embarquer, de susciter l'envie, etc., ça sera plus dur. Donc il faut déjà réussir à y aller avec les gens les plus volontaires de l'organisation. Les autres suivront après. Les gens réfractaires, une fois qu'on leur aura montré un projet qui marche, ils accepteront de nous suivre. Mais pour le projet phare, pour le premier projet qu'on va mettre en place, il faut vraiment trouver des gens volontaires. Il faut qu'on ait une marge de manœuvre. Donc un projet sur lequel on puisse vraiment mettre des choses en place. Et donc, mettre des choses en place, je vous l'ai dit, je vous le répète, l'agilité, ça se passe au sein d'une équipe ou d'une organisation, pardon, mais ça se passe aussi autour. Donc il faut qu'on ait suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir intervenir à l'extérieur de l'équipe, avec les interfaces. D'accord? Donc idem, notre projet phare, si on est avec un client qui est déjà ouvertement hostile, c'est peut-être pas le bon endroit où commencer notre transformation. On s'en occupera, bien évidemment, on s'en occupera après. Mais on s'en occupera avec des munitions, avec justement l'exemple de notre projet phare qui dit « oui, mais ok, tu es contre, mais regarde, à côté, ça a marché. » Mais c'est pas avec lui qu'on va commencer, donc il faut qu'on ait cette marge de manœuvre. Si on a vraiment des manières de travailler différentes au sein de l'organisation sur laquelle on va intervenir, ça peut être intéressant de trouver plusieurs projets phares différents, d'accord, qui vont nous permettre d'adresser différentes manières de travailler. Et puis, il y a le côté difficulté du projet, difficulté du contexte, difficulté technique. Si je choisis un contexte trop simple, je suis à peu près certain de réussir ma transition agile, mais ça va pas me servir en termes de marketing, d'accord? Je vais convaincre personne avec ça. Oui, ok, vous avez mis en place l'agilité, mais bon, tout le monde sait que c'était super, tout le monde sait que ce contexte-là est super facile. Chez moi, ça ne marchera pas. A l'inverse, si on commence par le contexte le plus compliqué, on est encore en phase d'expérimentation, donc on a des risques d'échec. Et le projet phare, on ne peut pas se permettre de l'échouer, parce que si on se loupe sur le projet phare, on a loupé toute la transition. Donc il ne faut peut-être pas être non plus trop ambitieux dès le départ. Encore une fois, les contextes compliqués, on va les attaquer. Mais dans un deuxième temps, quand on aura des billes, quand on aura des munitions, quand on aura de l'expérience, quand les gens auront envie. Okay ? Donc attention à bien trouver le bon compromis entre le trop simple et le trop compliqué. Ça peut être assez difficile d'identifier le bon projet. Et puis un dernier point, là on est vraiment sur le côté communication, convaincre, etc. Il faut que notre projet soit connu et visible de tous. D'accord? Et là on est vraiment dans le côté phare, voilà. Il faut que tout le monde le voit de loin, ce projet, pour que quand ce soit un succès, quand ce sera un succès, tout le monde soit au courant de ce succès. Ok? Donc voilà toutes les contraintes à prendre en compte pour trouver notre projet phare. C'est pas forcément simple. Et donc, avec le projet phare, on a encore moins le droit à l'échec qu'avec les projets que l'on accompagnera par la suite. Il faut que ce soit un succès, il faut que ce soit un succès retentissant. Donc, si je reprends mon exemple fil rouge, concrètement, qu'est-ce qu'on a identifié? On a identifié alors un projet, donc pour le coup un projet assez central, qui fonctionnait en mode projet donc, et on a décidé d'utiliser la méthode Scrum. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une des méthodes agiles la plus connue, la plus mise en place actuellement, une méthode itérative qui fonctionne sur des itérations courtes. Donc on a identifié ce projet-là
et on est parti donc avec un de nos coachs organisationnels pour mettre en place le Scrum sur ce projet-là. Et on a identifié une équipe de maintenance qui gérait une trentaine de projets internes, d'accord, donc de la maintenance évolutive et corrective, et donc qui avait un flux d'entrée extrêmement peu prédictible. Et on est parti sur la méthodologie Kanban, donc notre méthode agile, qui permet justement, qui est extrêmement adaptée à cette notion de flux d'entrée très chaotique, et qui nous permet de gérer ça. Et là, c'est moi qui ai accompagné ce projet-là. Et puis on a donc décidé de mettre en place un outillage simple. Alors quand je parle d'outillage, pour suivre des projets agiles, on peut utiliser tout un tas de choses, hein. Il y a des logiciels qui sont très très bien, ça très bien, on pourrait parler de Jira, je suis assez fan, il y en a d'autres. Bon là l'idée c'était pas de sortir l'artillerie lourde dès le départ, on en était encore au niveau démonstration, preuve, donc on a juste mis en place un accompagnement avec des bêtes fichiers Excel. On a fait simple, on a fait léger au départ. On voulait pas s'enfermer dans une solution technique de suivi de projet. Et donc des indicateurs adaptés pour montrer l'avancement. Donc voilà nos projets phares. Maintenant concrètement, comment on les accompagne? Comment on a accompagné ces projets phares? Donc en fait, on les a accompagnés sur la durée en 5 phases. Alors, je vais passer rapidement sur les phases, je ne vais pas trop détailler, mais donc globalement un état des lieux, une définition de ce que l'on va mettre en place, formation des gens, le coaching proprement dit, et après ce qu'on appelle du mentoring, c'est un petit peu du coaching light. On va voir la différence entre les deux tout de suite après. Donc premièrement, un état des lieux. Bon, ok, d'un point de vue stratégique, on a la cartographie globale de notre organisation. Mais là, concrètement, dans le projet, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les interactions? C'est quoi le but? C'est quoi l'existant? Déjà, est-ce qu'on est sur un projet qui débute? Ou est-ce qu'on est sur un projet qui a déjà un certain existant, des habitudes, des contraintes? Donc là, ça va être l'objectif de notre état des lieux. Comprendre l'existant pour pouvoir définir exactement ce que l'on va faire. Et comment ça se fait? On regarde le process, on regarde les outils de suivi qui existent s'il y en a, on regarde les indicateurs, et surtout, on interviewe les gens. On va parler aux gens. D'accord? On leur demande, alors, ok, de ton point de vue de développeur, de ton point de vue d'architecte, de ton point de vue de MOA, de client, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, au jour le jour? Quelles sont tes actions sur le projet? Comment tu t'intègres dedans? Et puis surtout, qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui se passe pas bien? Quels sont les irritants? Quels sont les points qu'on va essayer de faire sauter pour te faciliter le boulot au jour le jour? Donc voilà comment on va mener nos interviews. Et l'idée étant de lister tous les axes d'amélioration qu'on va vouloir mettre en place. Une phase d'état des lieux. Une fois qu'on a tout ça, en accord avec notre sponsor, le coach organisationnel, le coach stratégique qui va intervenir aussi à ce niveau-là, parce que sur les projets phares, c'est important d'aligner la vision. On va définir concrètement ce que l'on va faire. On va confirmer notre choix. Ok, effectivement, pour vous, la méthodologie Scrum semble extrêmement bien adaptée. Donc on va mettre en place du Scrum. Et pour mettre en place du Scrum, voilà la manière dont on va faire, dont on va procéder. Donc voilà le plan d'action que l'on va dérouler. Donc on va créer ce plan d'action. On va créer ce qu'on appelle un backlog du suivi de l'accompagnement. Alors backlog, c'est la liste des choses à faire, tout bêtement. L'idée derrière cette liste des choses à faire, c'est que c'est une liste repriorisable. D'accord? Donc on pense qu'on va faire les choses dans cet ordre-là. Au fur et à mesure du temps qui passe, on va peut-être voir qu'il y a des actions qui sont un petit peu moins prioritaires, d'autres plus prioritaires, ou on va peut-être voir qu'il y a d'autres actions à mener. Donc le backlog, c'est vraiment quelque chose qu'on va enrichir au fur et à mesure, mais c'est notre plan d'action. Et donc comme tout plan d'action, on peut le redéfinir en cours de route. Et on va on va faire, à la fin de cette journée, un kick-off avec l'ensemble des intervenants, justement pour leur expliquer ce plan d'action. Toujours très important de partager la vision, que ce soit la vision au niveau d'une équipe, comme ici, ou la vision globale, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on en reparlera un petit peu plus tard. Donc on va faire ce kick-off et expliquer aux gens, voilà pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va vous demander d'intervenir, éventuellement qu'est-ce qui va changer dans votre boulot au jour le jour. Très basiquement, pourquoi vous allez nous voir sur votre plateau projet 2 fois par semaine et qu'est-ce qu'on vient faire avec vous. D'accord? Donc on va faire ce kick-off avec l'équipe, puis avec toujours les acteurs avec qui l'équipe peut interagir. L'idée, c'est vraiment d'impliquer tout le monde dans cette transformation. Ensuite, on va avoir une phase de formation.
Là, ça reste assez classique. Je ne vais pas m'appesantir dessus. Le coaching proprement dit. Alors le coaching proprement dit, c'est on est sur le terrain avec une équipe, au sein d'une équipe, et on aide cette équipe à mettre en place sa méthodologie agile. Par exemple, le Scrum. Alors, pour mettre en place du Scrum, on va avoir par exemple la notion de backlog. Alors attention, c'est pas le même backlog que tout à l'heure, c'est pas le backlog d'accompagnement, là c'est le backlog produit. On travaille sur un projet. Ok, quelles sont toutes les fonctionnalités du projet? Comment on découpe? Comment on priorise? Donc là, on va travailler plutôt avec le côté MOA. En Scrum, on parlera de Product Owner, par exemple. Et puis on va, il y a un certain nombre de réunions à mettre en place, donc on va accompagner les gens sur ces réunions, même les premières, on va les diriger pour montrer aux gens ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on doit avoir en sortie de réunion, de quoi on peut parler, de quoi on va éviter de parler pendant cette réunion parce que c'est pas le sujet, etc. Donc on va vraiment accompagner les gens, mettre en place au final les règles du jeu avec eux, en leur montrant dans un premier temps et en les laissant faire dans un second temps. Donc ça c'est la phase de coaching. Et ensuite la phase de mentoring, qui en fait, l'idée derrière la phase de mentoring, c'est on lâche le crayon, on le laisse à l'équipe. On est là derrière, on est là en support, on est là pour répondre aux questions, on est là pour débriefer à la fin des réunions, pour dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Moi je serais toi, je ferais plutôt comme ça, d'accord? Donc on est là plus en conseil que réellement dans l'action. On s'efface pendant la phase de mentoring, d'accord? Le but d'un coach, dans son accompagnement, c'est de pouvoir se rendre dispensable. Donc, cette phase de mentoring sert à ça, d'accord? C'est « je vous laisse devenir autonome ». Voilà comment on accompagne une équipe. Voilà comment on a accompagné nos deux équipes pilotes, nos deux équipes phares, au sein de notre client. Alors, pour nos deux équipes, qu'est-ce que ça a donné? Alors, ça peut sembler anecdotique, mais nous, c'est la première chose que l'on a vue, et ça nous a fait extrêmement plaisir, c'est qu'on a vu des équipes qui étaient à nouveau heureuses de travailler, qui se sentaient revalorisées à nouveau, qui se sentaient reconnues. Ce qui, incidemment, a aussi permis de voir une certaine augmentation de la qualité du travail produit. Les gens étaient beaucoup plus concernés par leur travail. Ils ne voyaient plus ça comme une contrainte, ils étaient vraiment impliqués dans la création d'un projet, donc ça marchait beaucoup mieux. On a réussi à impliquer le métier, qui est devenu un réel acteur du projet. Ce n'était plus un client qui attendait qu'on le serve, c'était un acteur qui construisait le projet avec nous. Et donc on a énormément pacifié les relations avec le métier. Et on a eu donc un avancement de projet visible et maîtrisé. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on avait des démonstrations, donc on montrait les avancées du projet. On avait tout un tas de... On avait mis en place en fait sur la porte de chacun des bureaux, donc chaque projet était dans un grand bureau, et sur la porte des bureaux, on avait un certain nombre de graphes et de métriques qui montraient l'avancée des projets. N'importe qui passait, voyait ce qu'on faisait, où on en était, ce qui se passait bien et ce qui se passait mal aussi. On ne cachait rien. Ça nous a permis donc de bien comprendre quels étaient les rôles et les attentes, et de faire matcher les rôles nécessaires à nos méthodologies agiles, la faire matcher avec l'existant de notre organisation. Je vous dis, c'était une organisation extrêmement hiérarchisée avec des gens qui étaient là depuis longtemps, etc. Donc on n'allait pas tout casser, mais on allait plutôt redéfinir des rôles, rajouter des responsabilités, en enlever certaines, avec précaution. Et donc ça nous a permis de l'expérimenter et de bien le calibrer. Et puis on a aussi pu impliquer la production qui fonctionnait un petit peu en vase clos. Donc là, on a réussi à fonctionner... J'étais un petit peu trop loin. Donc on a réussi à fonctionner beaucoup mieux avec la production. Ce qui n'était pas notre plus gros frein, mais ça a été un effet de bord assez positif au final. Donc voilà, concrètement, de avoir des mises en place de management visuel, des règles qui ont été définies, etc. Donc, on a commencé à mettre en place de nombreuses choses et à montrer des choses. Donc là, on était vraiment dans la phase susciter l'interrogation, susciter l'envie, faire que les gens se posent des questions et disent « Ah tiens, mais moi aussi j'aimerais bien, ça a l'air bien » et puis ils sourient dans le bureau d'à côté, ça a l'air sympa. Moi aussi j'aimerais bien ressourire à nouveau au travail. Donc on a beaucoup communiqué, enfin montré les choses. Bien. Alors, parfait, nos projets phares qui sont plutôt très bien passés. Maintenant, il va falloir réussir à en tirer des enseignements sur ces projets phares. Donc on va passer dans une phase de capitalisation. Alors dans notre exemple,
la phase de capitalisation, en fait, elle n'a pas commencé au bout de 3 mois, elle a commencé pendant la phase de mentoring. D'accord? Parce que pendant la phase de mentoring, bah, je vous l'ai dit, on est moins présent. Ah, donc on a plus de temps. Bon, commençons tout de suite la phase de capitalisation. On a déjà des enseignements que l'on peut tirer de notre accompagnement. Alors, on commence toujours. Pourquoi capitaliser? Tirer des enseignements. Donc ce qui s'est bien passé, c'est important de le noter et de savoir qu'il va falloir que sur les prochains projets, on fasse la même chose. Et puis ce qui s'est moins bien passé, on expérimentait. Quand on expérimente, on n'a jamais bon sur tous les points à tous les coups. Donc qu'est-ce qu'on peut améliorer? Quelles sont nos pistes d'amélioration sur nos prochains projets? Et l'idée, c'est de ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois qu'on va accompagner un nouveau projet. Donc on définit les rôles. Ok, qu'est-ce que c'est qu'un product owner dans votre organisation? C'est quoi ses rôles? C'est les tâches qu'il aura à faire, ses responsabilités, les tâches qu'il n'a pas à faire, et puis aussi extrêmement important, et dans votre organisation, on les trouve où ces gens-là? Alors nous, techniquement, ça a été nos product owners, ce sont des rôles que l'on va donner aux anciens chefs de projet fonctionnels. On requalifie le rôle de chef de projet fonctionnel en changeant un petit peu sa fiche de poste. Voilà. Donc là, concrètement, définition de rôle, qui s'est fait d'ailleurs, pour le cas présent, en adéquation avec le service RH. C'était vraiment une redéfinition de fiche de poste. Définition des process, une timeline type de projet. Quand je parle de timeline de projet, c'est-à-dire c'est tous les événements qui vont se passer pendant la durée de vie d'un projet. Que ce soit de manière macro, ou de manière, au sein d'une itération dans mon projet, quels sont les différents éléments. Je commence par un sprint planning pour définir ce que je vais faire dans mon projet. Au milieu de mon projet, je fais une revue intermédiaire pour voir si oui ou non je suis en raccord avec mes objectifs de sprint, etc. etc. Voilà. Donc je définis toute une timeline type d'itération. Un point intéressant aussi, dans ma phase de capitalisation, je vais pouvoir discuter de critères d'éligibilité. Critères d'éligibilité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part, si je choisis un projet à passer en agile, là j'ai dit que j'avais 2 équipes qui fonctionnaient sur 2 méthodes différentes. Ok, alors sur quels critères je choisis où je vais? Est-ce que je vais plutôt faire du Scrum ou du Kanban dans mon cas présent? D'accord? Donc je vais noter les règles qui font, si on est dans ce cas-là, tel contexte, telle contrainte, etc., on va plutôt aller par là, sinon on va plutôt aller par là. Et puis, critères d'éligibilité, ça veut pouvoir dire aussi, est-ce que les nouveaux projets là, est-ce que ce projet-là, est-ce que ça vaut le coup de le passer en agile? Alors je demande au coach agile au fond de la salle de ne pas me jeter des pierres, mais il y a peut-être des projets dans mon organisation, peut-être des équipes, où ça va pas être intéressant de les faire passer à l'agilité. Typiquement, un projet qui sera en fin de vie. Ok, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus, il me reste 2 mois de développement, parce que pour 2 mois de développement, ça vaut le coup de mobiliser un coach pour changer quelque chose. Ça risque plutôt de me faire louper la fin de mon projet qu'autre chose. Donc non, laissons le projet se terminer tranquille. Et après, les gens, quand ils partiront sur d'autres projets, là, on les intégrera dans les projets agiles. D'accord? Donc c'est important aussi de se poser la question, qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer les projets que l'on passe à l'agilité et ceux qu'on va laisser tranquilles, entre guillemets. Et donc là, on va pouvoir définir aussi, à ce niveau-là, pendant la phase de capitalisation, avec le coach stratégique qui aura tiré les enseignements de nos projets phares, définir le plan de transition à grande échelle, de manière plus précise. On savait au début globalement où on voulait aller, là on a eu des cas concrets, on sait ce que ça implique de passer à l'agilité au sein des équipes, on peut en tirer des conclusions. Donc on va affiner notre plan de transition à grande échelle pendant notre phase de capitalisation. Alors, comment capitaliser? Déjà, on va commencer par trouver un support. Ça semble bête dit comme ça, mais c'est important que ce qu'on crée comme documentation, il faut que ce soit disponible pour tout le monde. Typiquement un wiki, un SharePoint aussi, ça peut fonctionner. Donc ça, c'est suivant les outils mis en place. Mais c'est la première question à se poser, où on va mettre notre information. Ce qu'on fait pendant la phase de capitalisation, notre plan de transition, on va le définir comme un backlog de transition. Oui, j'aime beaucoup les backlogs. Donc, on a des backlogs d'accompagnement d'équipe, mais là, on va avoir un backlog de transition global. Ok, quelles sont toutes les actions que je vais avoir à mettre en place pour pouvoir
faire une transition agile à grande échelle. Alors oui, je vais avoir accompagner l'équipe A, accompagner l'équipe B, accompagner l'équipe C. Tout ça, ça va être dans mon backlog de transition. Très bien. Mais ça va être aussi donner une formation à la production. Ça va être aussi définir la forme des points de suivi avec le métier. Plein de choses au niveau projet et au niveau global. Donc tout un tas d'actions qu'il va falloir définir et que l'on va mettre dans notre backlog de transition. Et encore une fois, c'est un backlog, donc ça se priorise. Et encore une fois, c'est un backlog, donc la priorisation peut changer. Si on voit qu'il y a des nouvelles contraintes qui arrivent, ou éventuellement si on s'est trompé, si on a mal vu l'importance des choses, ça peut arriver, et puis qui peut se réenrichir au fur et à mesure. Donc on va aussi définir des métriques, définir des templates de documents. Un point important aussi, on a donné une formation à nos équipes phares, on leur a donné une formation. Bah donc on va mettre à disposition nos slides de formation, tout bêtement, que tout le monde puisse y avoir accès. Mais non seulement on va les mettre à disposition, mais on va les modifier aussi. Parce que nos équipes phares, on leur a donné une formation agile qui était pour le coup assez théorique. Là on a capitalisé, on a appris plein de choses. Donc on peut enrichir notre formation, dire ok alors, l'agilité en théorie c'est ça, et chez vous c'est ça. Ok, donc la première formation qu'on a donnée, c'était un product owner, il doit faire ça, 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 ça. Ça c'était dans la formation. Dans la formation qu'on va mettre à disposition, ça va être, ok, un product owner, son boulot, c'est de faire ça, 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 ça. Et chez vous, ça correspond à tel rôle auquel on rajoute telle et telle responsabilité. D'accord? Donc on va pouvoir mettre à disposition une formation vraiment typée pour l'organisation cible. Alors, ce qu'on capitalise, c'est pas un processus unique. D'accord? C'est pas de dire, attention, mettre en place l'agilité chez vous, ça veut dire faire obligatoirement comme ça. Non. Ça, c'est trop rigide. Un des points forts de l'agilité, c'est de s'adapter à des contextes. D'accord? Donc, on va plutôt donner une liste de règles à appliquer. Une liste de règles qui vont être... Donc, certaines règles vont être obligatoires, on n'en dérogera pas. On a besoin d'un product owner. Voilà, on a besoin d'une personne pour nous prioriser ce qu'on doit faire sur un projet. Ça, indispensable. On va avoir des règles qui vont être obligatoires suivant le type de projet. Dans un projet de maintenance, on a besoin d'avoir un comité de priorisation qui va regrouper les différents acteurs pour qui on fait de la maintenance, pour qu'ils puissent se mettre d'accord. Et ça, c'est obligatoire. On ne peut pas faire sans. Et puis, on va avoir des choses qui sont recommandées et puis des choses qui sont optionnelles. Je vous ai dit... Quand on va commencer le démarrage avec une nouvelle équipe, l'idée c'est pas de réinventer la roue à chaque fois, certes, mais l'idée c'est pas non plus d'être contraignant et de dire ok, l'équipe d'à côté fait comme ça, vous faites comme ça et vous n'en dérogez pas. Non, c'est voilà les différentes règles, voilà les bonnes pratiques, voilà les choses qui peuvent être pas mal. À partir de ça, pour répondre à votre contexte, on va construire le process de votre équipe. D'accord? Mais suivant un certain nombre d'éléments normés et bien définis sur lesquels on a capitalisé. Alors, donc là, c'est juste pour illustrer, donc quand on a construit notre backlog de transition. Alors, quand on a construit notre backlog de transition, on a défini un certain nombre d'éléments. Voilà, donc ça, c'était une réunion de travail avec notre sponsor, le coach stratégique, les deux coachs organisationnels et les chefs de projet des équipes qu'on avait accompagnées auparavant, histoire d'avoir un retour terrain. Assez concret. Donc on définissait, en jaune c'était les accompagnements équipes, en bleu c'était les éléments que l'on avait à faire au niveau du métier, et en rouge ça devait être les accompagnements qu'on avait à faire de manière globale au sein de l'organisation. Voilà, donc on a défini des typologies de tâches, on les a positionnées, on les a priorisées, d'accord? Donc on a passé une demi-journée, un des extraits de nos supports du travail. Et l'idée, derrière, c'était vraiment d'en sortir encore une fois, un backlog, des priorisations, le poids des choses à faire, etc., etc. Donc voilà, ça, c'était vraiment notre backlog de transition, l'intégralité des choses que l'on allait faire durant notre transition. Poursuivre notre transition, donc il nous fallait des indicateurs de suivi. On a mis en place un élément pour suivre la maturité, au fur et à mesure, la maturité des équipes que l'on allait accompagner. D'accord?
qui était un élément, un bête fichier Excel, encore une fois, et qui demandait aux gens de s'auto-évaluer sur un certain nombre de pratiques agiles. Est-ce que dans votre projet, vous savez qui est le product owner? Est-ce que dans votre projet, vous savez à chaque instant sur quel élément vous devez travailler? Est-ce que dans votre projet, vous connaissez les règles qui vous permettent de dire qu'un développement est terminé? Un certain nombre de questions qui répondent à des principes agiles, au final, aux règles que l'on a définies dans la partie capitalisation, et qui permettent aux équipes de s'auto-évaluer. Puis ensuite, avec un graphe en toile d'araignée, ça nous permet de voir les progressions des équipes. Donc ça aussi, on a mis ça en place, et ça nous permet de voir le degré de maturité des équipes que l'on accompagne ou que l'on va accompagner. Ça nous permet aussi de voir où on doit porter nos points d'attention. Donc voilà, ça c'était sur un format Excel. Encore une fois, on prend des outils simples, accessibles à tous. Ok, donc on a fait notre initialisation, très bien, on est parti. On a décidé, une fois qu'on avait fini de capitaliser, de mettre en place un Agile Day. Agile Day pour partager la vision agile. Bon, alors, on commençait, en tant que coach, sur le terrain, les gens nous voyaient passer, hein, ils nous croisaient à la machine à café, donc ils savaient bien qu'on était là. Alors, les équipes qu'on accompagnait, elles étaient bien au courant de ce qu'on faisait. Elles avaient commencé à parler un petit peu à droite à gauche de ce qui se passait. On voyait bien qu'il y avait des tableaux blancs qui commençaient à apparaître dans les bureaux. On nous voyait en train de brainstormer avec des post-it dans tous les sens. On discutait avec les gens. Donc voilà, les équipes savaient qu'il se passait quelque chose. Le métier savait qu'il se passait quelque chose. Mais ils n'étaient pas bien au courant de ce qui se passait. Alors, il y en avait des bien informés, il y en avait des moins bien informés, il y en avait des qui avaient mal compris. Il y a des gens qui nous voyaient comme des cost killers. Non, nous n'étions pas là pour virer 20% des effectifs. Donc, maintenant qu'on avait nos projets phares, maintenant qu'on savait qu'on avait capitalisé, maintenant qu'on avait notre plan de transition, ok, communiquons tout ça. Parlons-en à tout le monde. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était expliquer notre démarche à tout le monde. Basiquement, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on vient vous apporter? Pourquoi on va venir vous embêter? Faire un retour sur les projets phares. Donc vraiment concrètement, comment ça s'est passé? Quelles ont été les choses qui ont été mises en place? Éventuellement, lever les doutes, répondre aux questions, répondre aux craintes. Oui, mais moi je suis chef de projet, est-ce que dans une organisation agile, j'ai toujours mon rôle? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Ça va être quoi mon travail demain? Donc répondre à toutes les questions, et puis essayer d'embarquer tout le monde dans une vision commune. Donc concrètement, dans cette organisation-là, on a banalisé une journée. Alors on a eu de la chance, c'est qu'ils étaient en plein déménagement, ils changeaient de bâtiment. Donc il y avait de toute manière une journée où personne n'avait son ordinateur, ils étaient tous dans des cartons. Donc on a regroupé tout le monde dans une grande salle et on a travaillé avec ces gens-là. Donc on a mis en place ce qu'on a appelé l'Agile Day. On a fait venir des représentants des clients. Et comment ça s'est passé? Donc le matin, on a commencé, en fait on s'est fait une matinée théorique, un dîner tous ensemble, un déjeuner tous ensemble, et une après-midi très pratique. Donc le matin, on a repris ensemble les fondamentaux de l'agilité. D'accord? Ok, alors l'agilité, ça veut dire quoi? Parfait. Après, on a fait un retour sur les projets phares, en faisant intervenir les gens qui étaient concrètement concernés, donc les chefs de projet, les clients des projets phares, faire venir rapidement interviewer un développeur, voir concrètement ce que ça avait changé, ce qu'il avait vu comme avantage, etc. Donc voilà, vraiment un retour du terrain qui pouvait parler aux gens qu'on avait en face de nous. Ensuite, présentation de notre plan de transformation, donc de notre backlog, voilà toutes les actions que l'on se propose de mener, voilà dans quel ordre on se propose d'intervenir, voilà les projets, l'ordre dans lequel on compte intervenir auprès des projets, et puis donc une phase questions-réponses. Et l'après-midi, on a fait des ateliers. Alors on a utilisé ce qu'on appelle des serious games. Les serious games, c'est ce qu'on appelle des jeux d'apprentissage. Enfin, ce sont des jeux d'apprentissage. C'est-à-dire, ok, très bien, on a vu en théorie l'agilité, c'est quoi? Maintenant, on va faire un atelier pratique qui va utiliser des principes agiles pour faire quelque chose de totalement différent, mais où on va bien comprendre l'intérêt des choses. Alors, on peut avoir, parmi les plus populaires, on a un jeu qui s'appelle Lego for Scrum, qui consiste à construire une ville en Lego, mais en suivant des principes itératifs. Et démontrer qu'on est plus réactif, plus efficace, qu'on colle mieux à la vision client
en fonctionnant de manière itérative. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser un support totalement ludique, et pour en tirer derrière des discussions concrètes sur, ok, mais alors maintenant faisons le parallèle avec un vrai projet. Et maintenant, est-ce que ça vous rappelle pas des choses que vous voyez tous les jours dans votre boulot? D'accord? En termes de respect de la vision, entre ce que le client avait en tête et ce que j'avais compris, est-ce qu'on était aligné, etc., etc. Donc on a vraiment plein de choses que l'on peut en tirer. Donc on a fait des serious games et on a fait un atelier de partage de vision. Là, l'idée, c'était de se poser la question, votre DSI, dans un an, votre DSI est agile. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous une DSI agile? Quels sont les avantages d'une DSI agile? D'accord? Et on a fait un exercice qui s'appelle une product box. L'idée de la product box, c'est, ok, alors votre DSI agile, demain, vous la vendez dans un supermarché. Faites-moi la boîte. Prends une boîte type boîte de céréales. Faites-moi la boîte de votre DSI agile. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que donc on est à 5-6 sur une boîte. Et sur une boîte de céréales, on a un titre un peu accrocheur devant, on va avoir un slogan. Sur le côté, on va avoir des informations techniques. Au dos, on va avoir plus du texte, quelque chose un petit peu plus littéraire. On va avoir des illustrations, des dessins, etc. Et donc ça permet à tout le monde de se poser la question, ouais, mais ok, ça veut dire quoi? Et quels sont les points importants à mettre en avant? Puis aussi, on voit les points qui ne sont pas mis du tout dessus, donc on voit les points qui sont moins importants pour les gens. Voilà, donc ça permet de travailler ensemble sur la notion de vision, puis un petit côté ludique et assez sympa. Donc voilà Donc là, c'est des gens en train de travailler sur la Product Box, par exemple. Donc ça a été plutôt un très très bon succès. Présentation des projets phares qui étaient des succès. Travail ensemble sur la vision agile. On a levé les doutes, on a répondu à toutes les questions. On a été totalement transparent sur ce qu'on allait faire. On avait une DSI qui était totalement prête à travailler avec nous. On avait encore une ou deux personnes plutôt sceptiques, plutôt ronchonnes et plutôt le changement, moi j'aime pas ça. On avait 90% des gens qui étaient prêts à nous suivre. Bon, ça se passait plutôt pas mal. Il était temps de passer à la phase d'industrialisation. Donc maintenant, alors la phase d'industrialisation, là on va en parler au niveau des équipes. Encore une fois, on a toujours notre coach stratégique qui, en parallèle, s'assure que tout le monde suit bien la vision, travaille sur des tâches aux interfaces de manière globale avec les clients, la prod, que sais-je. Donc là, lançons-nous équipe par équipe. On déroule notre backlog de transition. Alors, on va être un petit peu plus malin. Les phases de formation, on ne va pas les faire projet par projet, on va les mutualiser, c'est quand même un petit peu plus simple et puis ça va nous faire gagner du temps. Donc on a sélectionné et priorisé les projets. Alors là aussi, la priorisation des projets, je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé des facteurs d'éligibilité. Sur la priorisation des projets, on peut aussi parler de facteurs de risque. Il y a des projets qu'on sait en danger. Là, pour le coup, on va peut-être pouvoir aller directement attaquer les projets en danger, ou les projets très risqués, ou les projets très stratégiques. Maintenant, on sait ce qu'on fait et les gens ont envie d'y aller. Donc, ok, allons taper dans les endroits où ça fait mal. On peut se le permettre maintenant. Parce qu'on sait pertinemment ce qu'on va faire, on sait que ça marche parce qu'on l'a fait sur les projets phares, et les gens sont prêts à nous suivre. Donc ok, on peut prioriser maintenant comme on veut. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, les projets existants ne seront peut-être pas tous transformés, encore une fois, les projets en fin de vie, etc., ça vaut pas forcément le coup. Et puis donc voilà, préparer la roadmap de ce que l'on va faire par la suite. Bien. Alors, je vous rappelle, l'accompagnement, état des lieux, définition, formation, coaching, bon ça, théorique. Je vous rassure, je vous le redétaille pas. En pratique, donc en pratique, on se rend compte que on va prendre moins de temps maintenant pour faire la transition des projets. On prend moins de temps parce que déjà, je vous l'ai dit, on va déjà former les gens en masse. Et pas à chaque fois ponctuellement. Donc quand j'arrive sur un projet, généralement les gens sont déjà formés. On gagne du temps. Et puis comme je vous l'ai dit, on ne réinvente pas la roue. On se base sur notre référentiel agile. On a tout capitalisé. On sait où on va, on sait ce qu'on veut mettre en place, on sait pourquoi on veut mettre en place les choses. Ça va très bien. Et puis, plus on va avancer dans le temps, plus dans les projets, on va rencontrer des gens qui ont déjà été sur d'autres projets agiles. Au sein d'une DSI, les gens vont changer d'équipe, les gens se parlent, etc. Donc on a un public qui est déjà de plus en plus au fait de ce que l'on va mettre en place. D'accord? Idem chez les clients. Enfin, chez nos clients internes, du moins. Donc, ça va plus vite. Les transitions, elles prennent moins de temps. D'accord? Et faire passer un projet à l'agilité, d'une vingtaine de jours, ça va plutôt être une quinzaine de jours. Sur les équipes, sur les périmètres les plus réduits, ça peut même descendre à une petite dizaine de jours. D'accord?
Attention toutefois, hein, on ne néglige pas les phases état des lieux et définition. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre capitalisation, ce n'est pas un process, ce sont des règles. Et on va, à partir de ces règles, construire le process de notre projet. Donc bien évidemment, il faut avoir fait cette phase d'état des lieux pour comprendre le contexte précis de ce projet-là. Et donc il faut faire cette définition tous ensemble pour agréger les règles qui vont faire le process de mon projet. Et toujours, évidemment, à la fin, le kick-off qui va dire ok, donc, pour cette transition, pour ce projet-là, voilà ce qu'on va faire, voilà dans quel ordre, voilà dans quel rythme, etc. Donc ça reste le truc qui, de toute manière, restera toujours, quel que soit l'accompagnement de projet. La formation, souvent, on l'a faite avant, la phase de coaching va être plus courte, la phase de mentoring va être plus courte. Donc voilà l'accompagnement dans la pratique. Et puis, concrètement aussi, notre référentiel agile, je vous l'ai dit, on cherche l'efficience. L'efficience, ça veut dire que notre process, il va s'améliorer au fur et à mesure. Et donc, ce qu'on a défini dans notre référentiel agile, éventuellement, on peut être amené à le faire évoluer. D'accord ? On a défini des templates. Il y a une autre équipe qui, dans son coin, on a trouvé un plus sympa, mieux, plus performant. Ok, on le prend et on l'intègre au référentiel agile. On a besoin d'un nouveau rôle pour coordonner quelque chose auquel on n'avait pas pensé au début ou pour un contexte très particulier que l'on n'avait pas vu dans les projets phares. Très bien, on définit un nouveau rôle, on l'intègre à notre référentiel agile. Éventuellement aussi, on peut mettre en place, donc ça c'est ce qu'on a fait, une FAQ. D'accord ? Pour les problèmes les plus souvent rencontrés, voilà les bonnes pistes à utiliser. On peut enrichir aussi, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ce concept, c'est la notion de rétrospective. La notion de rétrospective, ce qu'on fait sur un projet agile, c'est régulièrement, on arrête de travailler pendant 1 heure, on se réunit tous ensemble et on réfléchit à, sur la dernière période de temps écoulée, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, comment on peut améliorer notre manière de faire. Il y a plein de manières d'organiser, d'animer ce type de réunion. D'accord ? Là, typiquement, on peut très bien aussi avoir dans notre référentiel une liste de manières d'animer des rétrospectives et donc de proposer, de préciser et puis de l'enrichir au fur et à mesure parce que des équipes vont essayer des différentes manières de travailler. Ok, on peut aussi avoir des techniques de résolution de problèmes. Voilà, ok, alors comment on mène... moi j'ai essayé la méthode des 6 chapeaux. Hop, je décris comment ça se passe. Je vous conseille, très bonne méthode de résolution de problèmes, la méthode des 6 chapeaux. Je vais chercher. Donc voilà, notre référentiel agile, il vit au fur et à mesure. On l'enrichit au fur et à mesure. Et là, ça va, c'est bon. Nos projets, ils sont en train de tous se transformer les uns après les autres, et ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe même plutôt très bien. Bon. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, au tout début, nous, en tant que coach, notre but, c'est de partir. Pas qu'on s'entendait pas avec eux, ils étaient extrêmement sympathiques, mais au bout d'un moment, il va bien falloir qu'on quitte leurs locaux et qu'on les laisse se débrouiller tout seuls. Et les laisser se débrouiller tout seuls en continuant sur leurs bonnes pratiques. Ne pas revenir sur les anciens travers dès qu'il y a un petit coup de pression, dès qu'il y a un petit peu de stress. Et réussir à maintenir cette manière de travailler. Alors, on a 3 axes. Axe numéro 1, les Agile Champions. Donc nous, on n'a pas organisé un championnat de gymnastique, on a défini des Agile Champions au sein de la structure. C'est-à-dire, on a trouvé des relais en interne. On a trouvé des gens qui allaient pouvoir faire un petit peu du coaching interne. Alors pas forcément être coach à plein temps chez eux, mais qui allaient pouvoir servir de relais à l'agilité en interne une fois qu'on serait parti. Donc, on a identifié nos Agile Champions. Ce seront eux qui seront les garants. Ce seront eux à qui on posera des questions méthodologiques s'il y a besoin. Ce sont eux qui animeront les formations pour les nouveaux venus. Ok, on a laissé nos supports de formation, etc. Mais quand il y a des nouvelles personnes qui vont être intégrées dans la structure, il va bien falloir leur expliquer les manières de travailler. Ça sera le boulot des Agile Champions. Donc ces gens-là, on leur a donné une formation spécifique, on a expliqué en quoi ça consistait, c'était quoi le boulot de coach, c'était quoi le boulot d'accompagnant, c'était quoi le boulot de formateur. On leur a proposé de nous accompagner sur nos missions. Okay, c'est tiens, aujourd'hui je dois animer une formation, viens avec moi. Et puis aide-moi à animer tel atelier. Co-anime avec moi. Viens expliquer ça avec moi au métier. D'accord ? Donc pour leur faire sentir exactement c'était quoi leur rôle. Donc on a travaillé un petit peu en doublette avec eux.
Et ce qui est très important, c'est qu'ils puissent avoir du temps dédié. Donc ça va se négocier avec la direction. Alors c'est pas forcément quelque chose de faramineux, ça peut être un jour par semaine où ils vont pouvoir travailler sur ce type de problématique. D'accord? Et idem, hein, il n'y a pas besoin d'en avoir des milliers. Là, pour vous donner une idée, sur la structure que l'on a accompagnée, on a formé 2 Agile Champions, ce qui nous semblait suffisant vu la taille de la structure. Donc après, évidemment, faut trouver les bonnes personnes. Donc généralement, ça va être les personnes qui ont posé le plus de questions en formation. On sent qu'ils sont curieux, on sent qu'ils ont envie d'apprendre. Ça va être des personnes qui sont impliquées, les personnes qui nous ont proposé des choses, les personnes qui sont venues nous voir après. On a fini d'accompagner leur équipe et puis 2 semaines après, ça, tiens, j'ai expérimenté ça, j'ai essayé ça, etc. Voilà, donc ce type de profil-là, c'est vers ce type de profil-là que l'on va se diriger pour trouver nos Agile Champions. Une autre manière d'entretenir l'agilité, une fois qu'on sera parti, c'est de donner des bonnes pratiques d'amélioration continue. Alors l'amélioration continue, on vient juste d'en parler, hein, il y a la notion de rétrospective que l'on peut faire au sein des équipes. Et ça, c'est très très bien. Et puis on peut aussi mettre en place de manière plus large de l'amélioration continue au sein d'une organisation. Et ça, c'est un excellent moteur pour entretenir les bonnes pratiques et entretenir l'agilité. Entre autres, ce qui se passe très très bien, alors d'une part, c'est d'élargir la notion de rétrospective. Sur un projet, souvent la rétrospective va se faire au niveau de l'équipe de dev. Puis des fois, en face de l'équipe de dev, il y a une équipe de MOA qui rédige des spécifications. On peut très bien, même on devrait aussi inciter ces gens-là à faire des rétrospectives, à améliorer leur process, à réfléchir à leur manière de travailler. D'accord? Et puis, là, on est encore en train de réfléchir au niveau projet, mais on peut réfléchir de manière plus large et réfléchir au niveau organisation. Et on va donc pouvoir mettre en place de l'amélioration continue transverse en mettant par exemple en place des communautés de pratique. Une fois par mois, tous nos Scrum Masters et autres chefs de projet agiles vont se réunir ensemble pendant 1 heure pour discuter de leurs problématiques. En tant que Scrum Master, j'ai rencontré tel problème sur mon projet. Dans la dizaine de Scrum Masters que compte l'organisation, il y a peut-être 1 ou 2 qui ont rencontré le même problème et qui ont des pistes à me proposer pour améliorer ma manière de travailler, pour résoudre mes problèmes. D'accord? Donc on peut mettre en place de cette manière-là des communautés de pratique. Alors, liées à l'agilité, Scrum Master, Product Owner, mais liées à d'autres choses aussi. Hein, l'important, c'est que l'amélioration continue, ça doit taper partout. Donc on peut mettre en place des communautés de pratique sur une techno, où les gens vont s'échanger des bonnes pratiques. On peut mettre en place des communautés de pratique sur un domaine fonctionnel, sur un domaine métier. Enfin, voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais en mettant en place ces communautés de pratique et ces notions d'amélioration continue à tous les niveaux, ça nous permet, je ne veux pas dire que c'est une garantie, mais du moins c'est une très très bonne aide pour nous aider à continuer à fonctionner de manière agile. Et puis le troisième point dont on s'est un petit peu servi, c'est juste se dire que le coaching après le coaching, en gros, c'est se dire que le coach stratégique, il peut peut-être continuer à venir très ponctuellement pour une demi-journée par mois, peut-être juste pour discuter, juste pour animer un atelier, juste pour faire de la résolution de problèmes. Mais voilà, revenir très ponctuellement pour essayer d'entretenir un petit peu la flamme et les bonnes pratiques. Donc ça aussi, ce sont les différents éléments qu'on a mis en place chez notre client. Donc pour conclure, juste refaire un point sur ce qui a fait que cette transition était un succès. Et je pense qu'on peut l'élargir à toutes les transitions à grande échelle. Il faut que la transition soit progressive. Tout casser d'un coup, on l'a vu, c'est très coûteux, et plus que coûteux, c'est très risqué, parce que tout casser d'un coup et mettre quelque chose en place qu'on n'a pas pu expérimenter, c'est risque de mettre quelque chose en place qui ne marche pas. D'accord? Donc là, on y va vraiment de manière progressive et basée sur des succès. Côté basé sur des succès, c'est indispensable pour embarquer un maximum de gens. Vous embarquerez jamais 100% de vos équipes, il y aura toujours quelques personnes qui seront réfractaires, c'est totalement humain.
mais on arrivera à les convaincre dans un second temps. C'est pas très grave. En tout cas, il faut qu'on ait l'adhésion d'un maximum de gens. Donc il faut qu'on ait un succès à montrer. Okay, donc vraiment l'importance des projets phares. Donc il faut que ce soit accepté, et plus qu'accepté, il faut que ce soit poussé par ces acteurs. Donc il faut donner envie. Donc là encore, l'importance des projets phares. Et c'était vraiment, je passe mes journées à m'engueuler avec mon client. Dans le bureau d'à côté, ils ont l'air super contents. Je veux bosser comme eux. J'ai envie de faire cette transition. Donc anticiper, ça se prépare, on fait des plans, ok. Réaliser sous plusieurs angles. L'axe stratégique, l'axe opérationnel, qui fonctionne main dans la main, en parallèle. Les bons outils pour suivre, et les bons outils, ça peut être des outils très légers, hein, ça sert à rien de sortir l'artillerie lourde, mais il faut suivre et démontrer que ça avance. Et c'est important d'être accompagné par un œil externe, semi-externe, donc là c'est vraiment l'importance du coach stratégique qui est capable de prendre de la hauteur, okay, pour, encore une fois, éviter d'avoir que des gens qui ont totalement la tête dans le guidon.